Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac du groupe Liberté et Territoires. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, aujourd'hui, près d'un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Quand les difficultés économiques, professionnelles, familiales s'accumulent, la vie devient un lourd fardeau. Dans ces difficultés, la question d'une juste rémunération est posée, et ce depuis longtemps. Nous l'avons dit en première lecture, la loi Égalim a échoué dans son principal objectif, mieux répartir la valeur afin de permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne. Après 3 ans d'application, le constat est hélas implacable. La tendance n'a pas été inversée. La déflation des prix agricoles s'est poursuivie. L'amélioration attendue n'a pas été au rendez-vous. La question que nous devons nous poser est donc simple. Ce texte permet-il de corriger les erreurs du passé, d'inverser un rapport de force très favorable aux centrales d'achat dans une concurrence mondialisée? Actuellement, nos agriculteurs subissent une double pression. Livrés à l'arbitrage des marchés mondiaux, ils ne sont que faiblement protégés de la concurrence internationale par la politique agricole commune. Soumis en outre à une grande distribution fortement concentrée, ils ne parviennent pas à peser dans les négociations commerciales. Sans surprise d'ailleurs, car que peuvent faire 400 000 exploitants individuels, même regroupés dans des organisations de producteurs, contre 4 centrales d'achat? Par exemple, Lactalis a 17 organisations de producteurs. Comment voulez-vous que ces 17 organisations, plus ou moins concurrentes entre elles d'ailleurs, puissent peser sur la grande firme? La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui n'entend pas changer ces paramètres essentiels. Sera-t-elle dès lors en mesure de régler la problématique de la rémunération de nos agriculteurs? Je ne le pense pas vraiment. Pour autant, ce texte comporte des mesures positives qui ont été, dans une grande partie, maintenues, voire réécrites en commission mixte paritaire. Je pense notamment au principe de contractualisation par écrit qui devrait introduire une plus grande visibilité. Je me réjouis à ce titre que les interprofessions soient consultées avant que ne soit accordée une éventuelle exemption à telle ou telle filière. Quant à la pluriannualité des contrats, elle va elle aussi dans le bon sens, car elle sera vectrice de stabilité pour les exploitants. L'article 2, qui contraint les fournisseurs à indiquer dans leurs conditions générales de vente la part que représentent les matières premières agricoles dans le volume et les tarifs des produits alimentaires, impose de son côté une transparence bienvenue. Espérons toutefois que la non-négociabilité des matières premières introduite par cet article ne jouera pas en la faveur des transformateurs. Certains nous avaient fait part de leur crainte de se retrouver pris en étau entre l'agriculteur d'un côté, la grande distribution de l'autre, et de faire les frais d'une augmentation du prix payé aux agriculteurs. Pour ma part, je reste convaincu que la généralisation des contrats tripartites aurait été une avancée majeure pour éviter cet écueil. En leur absence, nous devons veiller à ce que l'ensemble des maillons de la chaîne s'emparent des dispositions du texte et les appliquent strictement. À cette fin, il est nécessaire que les contrôles de la DGCCRF soient pleinement opérationnels dès les négociations commerciales de cette fin d'année. Autre point de satisfaction, le maintien d'un encadrement plus strict des contrats soumis à marque de distributeur. Alors que cette question était un véritable angle mort de la proposition de loi initiale, je me réjouis que les acquis du Sénat aient été conservés. Ce marché florissant ne devait pas rester une zone de non-droit où la grande distribution pouvait continuer impunément à exercer une pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs. D'autres articles, bien que plus accessoires, apportent tout de même des innovations dont nous attendons les effets. C'est le cas, par exemple, du Rémunérascore, prévu dans l'article 2 bis. Alors où nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de la faible rémunération des agriculteurs, cette expérimentation leur apporte une information importante pour orienter leurs achats. Cette proposition ne réglera pas le problème global de la rémunération des agriculteurs, mais elle peut participer au moins, dans certains aspects, à rééquilibrer autant que faire se peut les choses. Certaines avancées, d'ailleurs, étaient demandées par les organisations syndicales pour donner plus de poids aux agriculteurs dans ces négociations, même si nous pouvons, et je l'ai dit, anticiper les effets modestes. Toutefois, en dépit des manques et des craintes que j'ai exprimées, je veux souligner la volonté de réforme et d'amélioration des dispositifs existants, tout comme il faut souligner la bonne prise en compte des apports du Sénat.
Au moment de voter, nous considérons le texte et nous considérons que ce sera quelque chose qu'il faut prendre. Il vaut mieux un petit pas dans la bonne direction que de faire du surplace. C'est pour cette raison que nous voterons cette loi. Je vous remercie. Merci.